34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent 2-0 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, savourant ainsi de la plus belle des façons leur entrée et leur 100e match dans la compétition. Soir de Cannes, votre magazine de débrief des matchs de la journée vous dit bonsoir. Féru de sport, amoureux des analyses pointues et cohérentes, votre rendez-vous sur RTI2, c'est bien sûr Soir de Cannes. Et pour cette première édition, sinon ce premier numéro de Soir de Cannes, j'ai une palette de consultants de haut de gamme. Je vais commencer par Rigo Gervais, finaliste de la Coupe de la Confédération CAF avec le COE Sport de San Pedro, actuel entraîneur du Stella Club d'Adjamé. Bonsoir coach Rigo. Bonsoir Roméo. Vous allez bien? Oui, très bien, surtout après cette victoire. On est de plein pied dans la canne. Ouais. Et également, en face de lui, Jean-Christophe Gratecap, qui a commencé avec les jeunes du côté des Girondins de Bordeaux, le FC Sedan, ensuite l'Africa Sport d'Abidjan, le Stade malien, Yamoussoukro FC. Bref, le sport et le football en Europe et en Afrique n'ont plus de secret pour vous. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Roméo. Alors, cette entrée en canne. Écoutez, c'est la victoire des éléphants et je suis très heureux pour tous les Ivoiriens, pour tous les supporters. Et puis, un habitué, bien sûr, des soirs sur RTI2, parce qu'il fait partie de la team de troisième mi-temps, M. Magloire Diop, journaliste de sport, ex-président de l'UNEPSI, qui est l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Magloire Diop. Bonsoir, le non moins excellent présentateur Roméo Koulibaly. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. On est de plein pied dans la canne. Ben, nous y sommes. Alors, on va débuter avec vous déjà. En un mot, en quelques mots, que peut-on retenir déjà vos impressions de cette entrée en liste des éléphants de Côte d'Ivoire? Ce soir, avec tout ce que j'ai vu, je retiendrai le résultat. Pour moi, le résultat, entrée en matière, 2-0, on n'a pas encaissé de but, un clean sheet, c'est ce que je retiendrai. Maintenant, pour la manière, je pense qu'il va falloir repasser. Jean-Christophe? Oui, moi je pense que la copie est quand même relativement propre, hein, puisque 2 buts marqués, 0 encaissé, 2 très bonnes entames de mi-temps. Après, on sait qu'un premier match de Cannes n'est jamais facile, hein, ce sont des matchs pièges, mais je pense que la Côte d'Ivoire s'en est bien sortie. Voilà, certes, il y a des points à améliorer, il y a du travail, mais je pense que c'est plutôt mieux de commencer comme ça, en sachant qu'on peut mieux faire que faire un gros match et puis au fil du temps s'effriter. Rigo Gervais? Bon, je pense que c'est les mêmes impressions. Moi, je suis vraiment heureux pour ce soir. Déjà avec la cérémonie d'ouverture qui a été une excellente fête. Et puis sur le score de 2-0 pour une victoire de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas évident. D'autres matchs d'ouverture, on a vu pire que ça. Je pense que 2 buts, et surtout qu'on n'a pas souffert. Sincèrement, dès l'entame de la première mi-temps, on marque, où on avait commencé à attendre ce deuxième but. Dès qu'on rentre en deuxième mi-temps, on marque ce but-là. Et il a même failli être juste chez les Bissau-Guinéens parce qu'ils ont frôlé le 3-0. Donc, ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier que c'est une entame. Cette équipe-là doit monter en puissance progressivement au fil de la compétition et présenter un meilleur visage que ça. Et j'espère que c'est en finale que cette équipe-là obtienne ce pic-là que tous les Ivoiriens attendent. On va dire que la tradition a été respectée parce qu'il faut le savoir, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont plus perdu en entrée en liste depuis la Cannes 96 où on avait été battu par le Ghana 2-0. Ça nous fait donc 13 matchs d'affilée à l'entame et pour un très très bon ratio déjà. Donc à féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais tout est allé très vite dans cette rencontre. Dès la 4e minute, la banderie a été plantée par Seko Fofana. On va donc revoir ce but-là. Et puis... Monsieur Gratecap, cette action qui amène le but, ce contre-pressing des Ivoiriens a été payant. Dès l'entame, les éléphants ont imprimé leur marque dans la surface des Djurtos bissau-guinéens. Oui, moi je pense que ça a été décidé en amont. Hein. Ce sont les consignes d'aller mettre sous pression l'adversaire d'entrée de jeu pour les pousser à la faute et faire une erreur. C'est ce qui s'est passé là, puisque le défenseur fait une mauvaise relance, mais dans les pieds de Sangaré qui a vu avant et qui a pris les informations et qui donne très vite le ballon à Fofana. Et Fofana, il fait parler toute sa classe en décidant d'aller au bout de son action, de marquer et par une frappe enroulée, il met le ballon hors de portée du gardien, quoi. Donc c'est un très très beau but, mais je pense qu'il a été décidé en amont. Voilà, ils ont suivi les consignes
les consignes du coach qui étaient certainement de presser et de pousser à l'erreur ces joueurs-là d'entrée de match. Magloire Diop, on a souvent reproché aux Ivoiriens d'entrer dans les matchs petits bras, de traîner les pas. Mais là, dès la 4e minute, il y a ce pressing haut qui amène cette ouverture du score. Oui, je pense que c'est une des choses positives qu'on peut retenir de ce match. Cette entame de match-là, les Ivoiriens sont tout de suite allés chercher l'adversaire très haut. Et vous avez parlé de ce gegenpressing-là. Tout de suite, ils ont pu récupérer le ballon. Et puis après, le reste, c'est dû maintenant au talent de Seko Fofana. Mais je pense aussi un peu à la tendresse des défenseurs bissau-guinéens, aussi bien sur le premier que le deuxième but. Je les ai trouvés trop tendres, pas vraiment des défenseurs de haut niveau. Ils ne sont pas très bons dans le homme à homme. En tout cas, ce soir, je ne les ai pas trouvés très bons dans le homme à homme. Mais ça n'enlève rien au mérite de Seko Fofana, qui nous a habitués souvent à des frappes à l'emporte-pièce, mais quelquefois, ces frappes-là font mouche, comme cet après-midi. La frappe était cadrée et là, le jeune gardien bissau-guinéen n'a vu que du feu. C'est à mettre au mérite de Seko Fofana, qui, je l'ai senti vraiment très... j'ai senti de la rage de vaincre en lui, qui est ressorti dans cette frappe-là. J'ai le sentiment qu'il veut se faire pardonner beaucoup de choses aux Ivoiriens et j'ai le sentiment aussi qu'il veut rattraper tout le temps qu'il a perdu en ne venant pas en équipe nationale. C'est un peu dommage pour lui, mais bon, peut-être qu'en une seule année, il pourra rattraper 10 ans. Alors, Coach Rigo, là, il est cerné par 3 joueurs, mais il arrive avec sa dextérité à trouver une zone de frappe et à nettoyer la lucarne. Bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi ce but est très capital. Parce que, vous voyez, les Bissau-Guinéens venant là, ils ont tenté de retarder ce but-là. Voilà. En retardant ce but, ils gagnaient la bataille psychologique. Parce que tant qu'il y avait un 0-0, eux, ils grossissaient mentalement. Et là, tout de suite, avec ce but, l'effet psychologique est parti tout de suite du côté ivoirien. Et ça, ce but-là est vraiment, vraiment capital. Il fallait tout de suite mettre l'impact nécessaire. L'entraîneur, il a vu, il a fait un 4-1-4-1. Un 4-1-4-1, ça veut dire que l'attaquant de pointe va tout de suite aller provoquer le premier défenseur. Dès qu'il va lâcher le ballon, les 4 autres seront à l'affût pour pouvoir récupérer. Et on a vu une attaque, un cas d'école, c'est une attaque rapide. Une attaque rapide menée par le premier récupérateur qui réussit sa première passe. Il réussit sa première passe à Seko, qui fait un bon enchaînement. Il résiste même au défenseur qui arrivait pour l'intercepter. Parce que le défenseur, tout de suite, a mis la pression, il a résisté. Il a fixé le gars et il a trouvé l'espace pour pouvoir enchaîner cet intérieur de pied-là. Véritablement, c'est un but vraiment capital et c'est vraiment, vraiment très bien pour Seko Fofana parce que c'est le premier but ivoirien sur cette Coupe d'Afrique. Et vraiment, qui d'autre que Seko Fofana pouvait tenir parce que lui, c'est un leader naturel. C'est vrai que Kessié ou Aurier portent le brassard, mais Seko, c'est le leader naturel de cette équipe-là. Et véritablement, ce but était aussi vraiment bienvenu pour installer ses camarades mentalement dans ce match et lancer la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'après cette ouverture du score, on a senti une équipe de Côte d'Ivoire qui avait le pied sur le ballon, mais qui a joué, on va dire, petitement, jusqu'à la 34e minute où il y a ce déboulé sur les côtés. Et Grateka, vous nous disiez que le jeu latéral des éléphants apportait énormément à l'allant offensif. Et là, on voit donc l'action qui part donc depuis l'arrière-garde pour se terminer par un centre en retrait. Et malheureusement, c'est la barre transversale qui est touchée. Oui, moi je pense qu'un des points forts de la Côte d'Ivoire, c'est le jeu par les côtés, hein, dans les couloirs, avec les doublettes latérales et puis ailiers, que ce soit Conan et Bamba ou Sengo et Jérémy Boga. Et Boga. Bon, ils permutaient très souvent, mais je pense qu'ils étaient très très haut d'entrée de match en première mi-temps, avec les latéraux ils attaquaient presque à 5, hein, avec les 2 latéraux qui étaient très offensifs. Les ailiers à l'intérieur, l'attaquant axial et puis les 2 relayeurs en dessous. Donc je pense qu'il y a eu du bon jeu combiné qui a été efficace. Bon, malheureusement, là, sur cette action, il n'y a pas but, mais je pense qu'il faut continuer à insister sur ces points forts. Et le jeu dans les couloirs en est un pour la Côte d'Ivoire. Justement, Seko Fofana, là, on va dire c'est un cas d'école, hein, puisque du côté de Lens et même de son club émirati, il a l'habitude de se trouver à la lisière de la surface de réparation. C'est le sens du buteur.
Oui, c'est le sens du buteur. Et véritablement, dans toute équipe, nous, entraîneurs, nous aimons ces gens de milieu qui peuvent quand même, de ces situations-là, passer de la phase défensive tout de suite à la phase offensive. Et c'est quelqu'un qui sait se projeter en box-to-box et toujours qui n'est pas obligé d'entrer dans la surface de réparation pour avoir ses frappes. Et véritablement, quand tu as toujours ce joueur-là à la lisière, à l'entrée de la surface, ça permet à la défense adverse d'avoir le milieu de terrain un peu plus rapide sur le retour. Et s'ils ne l'ont pas, tu as Seko Fofana qui peut faire rage. Et surtout sur cette contre-attaque, on a vu un peu que les éléphants ont souffert après le but. Et quand, dans leur souffrance, ça veut dire que les Bissau-Guinéens passaient beaucoup par le latéral gauche. Kandé faisait de bonnes montées parce qu'il joue à Lyon. C'était un très bon latéral gauche. Tout le monde connaît la rage qu'il fait sur ses centres. Et dès qu'il attaque, tout de suite, les Ivoiriens ont vu que par là, ils pouvaient passer parce que c'était la force des Bissau-Guinéens. Ça pouvait aussi être leur faiblesse. Ils s'exposaient plus. On a tout de suite dit à Crasso de temps en temps de sortir dans le dos pour qu'il puisse avoir ces ballons-là. Sur ce coup, Crasso l'a très bien joué. Il y a une passe qui est venue dans son dos. Tout de suite, il a attaqué et puis il a réussi son retrait. Et c'est ce retrait-là qui envoie ça parce qu'après, il y a Kessié qui traînait là, qui a bien retracé pour Seko Fofana qui frappe. Malheureusement, il touche là-bas. Mais véritablement, il faut savoir que quand même, ces Bissau-Guinéens n'étaient pas venus en victime désignée parce qu'ils avaient aussi des arguments. Après le but ivoirien, ils ont su attaquer, mais seulement il fallait s'exposer au contre. Et sur ce contre-là, véritablement, ils ont échappé belle. Heureusement, parti à la mi-temps sur 2-0, ça aurait été vraiment très lourd pour eux. Mais le moins de mal, c'était d'avoir le poteau. Et véritablement, les Ivoiriens, quand même, ça leur faisait aussi un poids là, parce qu'ils pouvaient se dire que même s'ils ont marqué sur une attaque rapide, ils se montraient dangereux sur les contre-attaques. Parce que les attaques rapides, ça veut dire qu'on presse haut, on défend en avançant, on récupère des ballons très hauts dans les 30 mètres adverses et on transforme en but, comme sur le premier but. Mais les contre-attaques, c'est à partir de notre camp. Et là, les Ivoiriens ont montré là qu'en même temps qu'ils peuvent être dangereux sur attaque rapide, ils peuvent être dangereux sur contre-attaque. Et en allant de loin, pour pouvoir titiller la barre transversale, c'était dit aux Bissau-Guinéens, attention, on peut vous planter un deuxième but, même si on vous donne le ballon. On va prendre coach Rigo Omo, Magloire Diop. Juste après cette frappe sur la barre transversale, on a Jean-Philippe Crasso qui se retrouve aux avant-postes sur cette action que nous allons découvrir avec le bon soin de la réalisation et qui s'écroule dans la surface de réparation. On ne comprend pas trop. Tout le monde crie au pénalty. Est-ce que c'est léger de sa part d'ainsi véritablement se retrouver à terre alors qu'on a toutes les actions possibles pour scorer? Je pense que ce n'est pas son but. Hein. Oui, ça, c'est le but. On est toujours en première période. Voilà, l'action de la première période, non, il était à bout de course. Il a manqué son contrôle et il s'est écroulé. Voilà, c'est tout. Il a manqué. C'est un joueur qui est très technique. Et dès l'instant où il a manqué son contrôle, c'est fini. La balle lui a échappé et il s'est laissé tomber. Mais tout de suite, vous avez vu, l'arbitre a vu qu'il n'y avait pas du tout de faute. De toute façon, il n'a même pas été repris par la VAR, donc à Justine d'ailleurs. Donc je pense que sur cette action-là, c'est vrai, l'action était belle, elle était bien menée, mais au final, Jean-Philippe Crasso n'a pas pu réussir le contrôle qu'il fallait pour se mettre en position de frappe. Et là, il s'est mis un tout petit peu en difficulté, on va dire, avec le directeur de jeu, parce que là, vous avez une occasion véritablement franche de but. C'est on va dire, c'est une aisance de contre-attaque. Et puis après, il y a cette déconcentration qui a failli peut-être nous coûter cher, puisque juste après le but de la 4e minute, les Bissau-Guinéens sont sortis de leur torpeur. Ils ont commencé à tenir le ballon et à faire souffrir cette équipe de Côte d'Ivoire, coach Gratte-Cap. On va voir un peu cette action-là de la 8e minute, menée par l'attaque bissau-guinéenne qui a déjà planté le décor face à l'arrière-garde ivoirienne. Avertissement sans frais sur cette action. Oui, c'est un centre qui est joué dans le dos de la défense. Bon, un bon centre du latéral gauche qui a été offensif en début de match. Et après, bon, ça aurait pu être dangereux si l'attaquant avait réussi son geste technique. Mais ça a été loué. Ça, c'est dû au fait aussi que, comme je disais précédemment, que Senghor était très très offensif en début de match, quoi. Donc le problème quand vous êtes organisé comme ça et que vous décidez de jouer haut en début de match, ben, il y a des espaces qui se créent dans votre dos et
Donc après, sur les latéraux, les joueurs de côté peuvent s'y engouffrer ou centrer dans le dos de la défense. Et c'est vrai que ça aurait pu être dangereux. Ça n'a pas été cette fois-ci, ça aurait pu être quelques minutes après. Hein. Coach On va y revenir. Coach Rigaud, là, on est à 4 minutes après l'ouverture du score. C'est la 8e et on se fait surprendre comme ça dans le dos. Ouais, c'est encore là que les éléphants doivent progresser. Vous avez vu, la dernière fois, on était à 5-0, on a pris ce but en match amical. En fait, après toujours ce but-là, on a une petite déconcentration. Et ça, sur le plan psychologique et mental, on doit progresser à ce niveau. Ne pas créer des trous d'air dans nos matchs. Et ça, c'est des trous d'air. Des matchs de très haut niveau, d'égal à égal, ça peut faire mouche. Et là, on remarque aussi, ça nous attire, ça attire l'attention sur une chose, c'est notre mise en place. C'est vrai qu'on est en 4-1-4-1. Pourquoi dans nos moments faibles, on ne passe pas en 4-2-3-1 pour que la base qui est tenue par Sangaré soit aidée à ce moment-là, comme c'est des temps c'est pas des temps forts, c'est des temps faits pour l'équipe de Côte d'Ivoire, il faut tout de suite poser 2 bases pour pouvoir sécuriser les latéraux. Parce que les latéraux, en s'exposant, s'ils ont un seul couvreur, qui est la seule sentinelle, s'il n'est pas rapide, s'il n'est pas prompt sur ces ballons, alors que s'ils sont 2, ils seront encore plus prompts. Donc, dans ces moments faibles, il faut mettre 2 bases. Parce qu'on a senti tout de suite que les Bissau-Guinéens qui jouaient bas, tout de suite se sont déportés vers l'avant en ouvrant leur côté. Surtout, quand dont j'ai parlé un peu plus haut, je pense qu'il percutait bien à gauche. Et tout de suite, il fallait mettre 2 personnes pour pouvoir tout de suite aider le latéral pour pouvoir favoriser les prises à 2. C'est-à-dire, il vient seul. Si on est à 2, un ferme l'extérieur, un ferme l'intérieur, ça peut le canaliser et empêcher ces gens de centre. Mais là, quand on a vu aussi, à l'analyse, l'alignement est bon. Parce que c'est vrai que l'autre, l'attaquant Bissau-Guinéen, n'a pas réussi sa reprise de volée parce que le premier défenseur qui était là a effleuré le ballon. Il a dévié et ça fait que ça a trompé. Donc, quand on ne peut pas favoriser ces sentinelles-là, il faut un bon alignement. Et les éléphants, je pense que là, ils ont été bien, ils ont fait un bon alignement. Même à la retombée du ballon, il y a deux défenseurs ivoiriens qui étaient là pour pouvoir annuler cette occasion-là. Mais il ne faut pas s'exposer parce que dans des matchs égal à égal, parce que l'habilité en 1 contre 1, ça peut passer de l'autre côté et c'est nous exposer. Donc, la solution, c'est de mettre 2 bases dans nos temps faibles. Et dans nos temps forts, on peut jouer avec une base, c'est-à-dire 2-10, parce que si il est poussé vers Seko, et c'est plus facile. Quand c'est dans nos temps faibles, on pousse Kessie et plus vers Sangaré, et Seko reste seulement en 10, ça permet aux extérieurs de resserrer, et ça fait 5. Ça fait que la Côte d'Ivoire est un peu stable, elle peut souffler, elle peut aller chercher après quand elle va sentir un temps fort. Magloire Diop, on a eu les deux facettes de cette équipe de Côte d'Ivoire. À la 4e minute, ouverture du score. À la 8e minute, on manque, on va dire, sur un fil de se faire surprendre. Est-ce logique de trouver Maman Baldé aussi libre, on va dire, à la retombée du ballon? C'est vrai qu'il manque sa bicyclette, mais entre nos 2 centraux, Ndika et Diomandé, l'alignement et le positionnement de cette défense-là, est-ce que vous soutenez, on va dire, l'embonpoint de la défense de Coach Rigaud? Non, écoutez, je pense que c'est tout ça qui doit nous amener à tempérer un peu notre euphorie après cette victoire. Parce que cette équipe ivoirienne est loin d'être parfaite et cet après-midi, elle a quand même montré des signes de faiblesse. Cette action dont on parle, elle vient suite à une perte de balle qui est due simplement à un manque de concentration. Voilà. Et on fait une passe latérale dans l'entrejeu. C'est tout de suite récupéré par les Bissau-Guinéens. Et puis l'action était belle. Seulement que, bon, ils ont voulu un peu... se sont lancés un peu dans le hurrah football en voulant faire un retourné acrobatique là où il aurait pu chercher à contrôler simplement le ballon. Voilà, donc je pense que nous avons péché par manque de concentration et quelquefois de patience après le but. Heureusement qu'on marque ce but. Parce que si on ne marquait pas ce but, on partait à la mi-temps avec un score de 0-0. Je vous jure que le public n'aurait pas été aussi bruyant. Non, pas du tout. Donc il y a eu ce problème-là. Et puis, au milieu de terrain, ce trident-là, je pense qu'il faut clarifier les choses. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait quoi. Ce milieu de terrain, pour moi, dans ce match-là, ce milieu de terrain qui est normalement notre force, a été notre faiblesse. Parce que entre Sangaré, Kessié et Seko, on ne sait pas qui est le numéro 6. On ne sait pas qui est le numéro 8. On ne sait pas qui est le numéro 10. Il y a un fourre-tout. Tout le monde fait tout à la fois, de telle sorte que
dans ce match-là, je n'ai pas senti vraiment un milieu de terrain cohérent dans son projet de jeu, mais plutôt des joueurs individuellement forts qui ont, comme on appelle, usé de leur potentiel individuel pour dominer cette équipe bissau-guinéenne dans l'entrejeu. Donc c'est plus les individualités qui nous ont sortis d'affaires cet après-midi au milieu de terrain. Parce que les Bissau-Guinéens, on a tout de suite vu qu'ils ont contenu nos latéraux qui n'ont pratiquement pas fait des dédoublements. C'est vrai que Senghor, il était offensif, mais rarement il a fait des dédoublements. Et ça Ghislain, on n'en parle pas, il n'a pratiquement pas fait des centres en première période. Et ça, ça a poussé les ailiers à vouloir se lancer dans des exploits individuels. Et vous avez vu Jérémy Boga, que j'ai trouvé très percutant, mais vous avez vu que rarement, en 1 contre 1, il est passé. Ce qui l'amenait souvent à changer de côté. C'est bien, ça brouille un peu le plan de l'adversaire, mais ça montre quand même les difficultés que nous avons eues dans notre projet de jeu au niveau de la mobilité. Et ça, c'est des choses qu'il faut voir. Et ces tridents-là du milieu de terrain, il faut chercher, il faut nous montrer clairement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que parce que ce sont des grands joueurs, ce sont des grands noms, et on se sent obligé de les mettre là ensemble, ou bien il y a véritablement un vrai schéma qui est établi. De telle sorte qu'avec ce flou artistique, c'est le cas de le dire, avec ce flou artistique, j'ai le sentiment qu'il y a un joueur qui est de trop. Ça, c'est mon sentiment. Peut-être en enlevant un, et peut-être en mettant un milieu de terrain qui apporte un peu une autre touche par rapport à ces 3 milieux de terrain qui ont pratiquement le même profil, peut-être qu'on verrait autre chose. Mais ce milieu de terrain-là, il mérite vraiment beaucoup de réflexion pour ma part. On va peut-être aller sur la même donne que Magloire Diop, puisque c'est encore une perte de balles dans ce milieu de terrain-là qui, à la 34e minute ou à la 29e minute, va, on va dire, manquer de sanctionner les éléphants de Côte d'Ivoire, qui va même procurer un carton jaune, on va dire un carton jaune orangé à Indika sur cette sortie de but Gratte-Cap. C'est la légèreté, c'est le milieu de terrain qui n'est pas encore mis en place, ou bien c'est plutôt la sagacité offensive des joueurs bissau-guinéens? Non, moi je pense que c'est... la Côte d'Ivoire a essayé de pratiquer sorties de balles qui n'ont pas été bien négociées, parce que c'est un ballon qui est mis à l'intérieur et il n'y a pas de sécurité, donc il y a une prise de risque qui est inutile. Et après un tacle à retardement, l'arbitre laisse jouer et l'attaquant qui part au but et qui, heureusement pour la Côte d'Ivoire, qui loupe sa frappe complètement. Et je pense qu'il y a à travailler ces sorties de balles, effectivement, et puis ne pas prendre de risques inutiles, voir quand on peut jouer et quand on ne peut pas jouer. Je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais je pense que ce milieu de terrain-là mérite d'être là et de continuer. Effectivement, peut-être qu'il faut répartir les tâches de façon plus précise, mais on n'est qu'au début, quoi. Magloire Diop, on va dire que cette action vous donne entièrement raison sur toute la ligne. Non. Bon, disons que c'est vrai, cette action, c'est le manque de concentration qui envoie... on a failli se faire harakiri là, mais une fois de plus, les Bissau-Guinéens ont manqué de maîtrise en attaque, dans les actions offensives. Là, Mama Baldé n'arrive pas à se mettre en position correcte de frappe parce qu'il fait un dernier mauvais contrôle qui fait que, bon, il n'arrive pas à frapper correctement. Et c'est ce qui nous sauve. Habituellement, c'est un joueur qui est très adroit. Mais aujourd'hui, je l'ai senti un peu brouillon. Et ça nous a profité. Mais de tout ça, je vois plutôt un adversaire qui aurait beaucoup plus de maîtrise, qui serait beaucoup plus tranchant, comme par exemple ce qu'on a vécu au stade Fauboigny face à l'Afrique du Sud. Un tel adversaire, ce que nous avons fait cet après-midi-là, ça ne pardonne pas. Voilà, donc franchement, je pense que après ce match, que les éléphants dorment bien, qu'ils se reposent bien et qu'ils retournent vraiment travailler et que l'encadrement technique ne croit pas que tout est fait, qu'ils se remettent vraiment en cause et que
une réflexion de fond soit menée sur ce milieu de terrain-là, qui est à la fois notre force et notre faiblesse. Quand il tourne, c'est bon. Quand il ne tourne pas, on a pratiquement le sentiment qu'on se met en danger. Et là, peut-être en Coupe du Monde, Indika aurait pris un rouge là. Peut-être. J'ai trouvé même l'arbitrage de cet après-midi un peu tolérant. Parce qu'habituellement, sur certaines actions, les arbitres sont beaucoup plus sévères que cela. Est-ce parce que c'est le pays organisateur? Je n'en sais rien. Est-ce parce que c'est le premier match de la compétition? Donc, les arbitres égyptiens, cet après-midi, je pense, ont été très tolérants. Ça ne sera pas toujours le cas. Nous avons pris des cartons qu'on pouvait éviter de par notre propre faute. Donc, il y a encore du travail à faire à notre niveau. Rigo Gervais, c'est une action symptomatique de la défense ivoirienne qui se répète. On l'a vu lorsque les éléphants menaient 5-0 face à la Sierra Leone, ce relâchement coupable défensif. Là, il est sanctionné d'un carton jaune, mais heureusement, il y a ce repli défensif-là de Diomandé qui permet de gêner Mama Baldé. Mais sur l'ensemble de cette action, la défense ivoirienne a joué quand même petit bras. Oui, mais il faut dire que c'est un match d'ouverture. Hein. Je pense que c'est un match d'ouverture. Et puis, le stade de Bimpe nous a pas permis de répéter assez de matchs. Donc, cette nouvelle pelouse aussi a ses caprices. Dans le dispositif des éléphants, sur les sorties de balles, c'est Sangaré qui est beaucoup plus impliqué. Et là, en deuxième mi-temps, vous avez vu qu'ils ont apporté une touche. Ils ont fait décrocher souvent Kessié, où des fois, on a vu Seko venir à la rescousse. Parce que dans ce mouvement-là, c'est vrai que les Bissau-Guinéens voulaient jouer haut. Donc, ils venaient nous chercher, ils venaient bloquer l'intérieur du jeu. Et quand l'intérieur du jeu est bloqué, logiquement, les sorties de balles se font sur les deux extérieurs. Les deux extérieurs, on ne va pas à gauche, on va à droite. C'est-à-dire, là, si on ne sort pas du côté de Conan, on peut sortir du côté de Singo. Et là, tout de suite, on a fait l'erreur de sortir à l'intérieur, sur Sangaré. Et dans ce cas-là, quand c'est comme ça, quand les gars jouent haut, tout de suite, Sangaré, qui est plus porté vers l'avant, doit libérer l'espace pour laisser soit Seko ou Kessié venir. Là, l'espace qui a été utilisé, c'est-à-dire qu'on a délogé l'adversaire. On a délogé l'adversaire, il y a un nouveau joueur qui vient s'installer. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont résolu ce problème parce que c'est un problème de déplacement. C'est un problème de déplacement. Et comme je le dis, c'est en cours de jeu que ça peut arriver, c'est des automatismes. Les automatismes, c'est comme, excusez-moi, je peux utiliser le terme de riz couché. Ça peut dormir et puis on réchauffe. Voilà, parce qu'ils ont joué ensemble, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils peuvent oublier. Et à la mi-temps, on fait un rappel et puis ils tournent. En deuxième mi-temps, ils ont mieux circulé. Vous avez vu qu'on a eu plus de possession de balles, qu'on est monté jusqu'à 63% de possession de balles. C'était dû à ça parce que Seko ou Kessié venaient chercher, venaient relayer Sangaré dans les sorties de balles intérieures. Et c'était un peu plus propre. Mais il ne faudrait pas encore revenir dans d'autres matchs à oublier ces gammes. Et véritablement, je pense que c'est aussi dans l'émotion d'un match d'ouverture. Ça peut se comprendre, mais au fur et à mesure, l'équipe doit pouvoir monter en puissance, comme Maglo est en train de le signaler, dans ces genres de cas-là, parce qu'au fur et à mesure, le niveau de l'eau va monter et les adversaires seront encore plus efficaces que ces Bissau-Guinéens. Vous gardez la main. Là, on arrive à la pause à 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. À la seconde période, un temps fort. C'est vrai que sur la première période, les éléphants inscrivent ce but-là, on ne va pas dire sur une attaque construite, mais sur un contre-pressing réussi qui permet de mettre Seko sur orbite. Mais en seconde période, à la 58e minute, il y a cet éclair de génie de Jean-Philippe Crasso. Ouais, je pense qu'il nous a tous surpris par cet éclair parce que c'est un enchaînement technique. D'abord, il réussit le sombrero et l'atterrissage dès qu'il fait, et il réussit son contrôle et on a pensé qu'il allait laisser le ballon atterrir et là, il reprend le ballon. Je pense que ça nous a tous surpris, même l'adversaire même n'arrivait pas. Ouais, il réussit le sombrero, il réussit son deuxième enchaînement et là, boum, il va se coucher. Une belle reprise. Je pense que c'est de là et ça ne peut venir que d'un attaquant de poche. C'est aujourd'hui, il joue en fixation. Il peut aussi tourner autour de l'attaquant. C'est un artiste, c'est un créateur. Mais s'il nous a habitués à ce genre de choses, il est aussi gaucher. Et ça aussi, c'est l'inspiration. Il a surpris tous ses amis, tous ses camarades. Et véritablement, ce but-là, c'est pas qu'il réussisse le geste, mais c'est un but vraiment capital parce que on était impatients.
Et dans l'endurance mentale, nous, on ne pouvait pas tenir de garder ce 1-0 parce que ce 1-0, à un moment donné, elle a donné plus confiance aux Bissau-Guinéens pour pouvoir avoir des velléités d'attaque ou d'égalisation. Et ce but-là vient faire taire tout le monde et nous, ça nous donne de l'oxygène parce que c'est le deuxième but qui vient carrément tuer le match. Après, on pourrait rentrer dans la gestion du match et véritablement, ce coup de génie-là nous a véritablement sauvés. Magloire Diop, on a entamé cette CAN avec Sébastien Haller qui traîne encore quelques petits bobos physiques. Jean-Philippe Crasso a été essayé véritablement en fixation face à la Sierra Leone. Là, à l'entame de la CAN, il est lancé véritablement dans cette CAN en tant que numéro 9 pour non faire oublier l'absence de Sébastien Haller, mais plutôt prouver véritablement qu'il a sa place en tant que numéro 9 dans cette sélection. Pensez-vous qu'il a été convaincant en plus avec ce but? Oui, pour moi, il n'a pas été parfait, mais qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? C'est de marquer des buts. Et là, il marque un but, un enchaînement, et puis voilà, il profite un peu, comme je l'ai dit, du manque d'agressivité de la charnière bissau-guinéenne pour marquer ce très beau but-là qui est venu quand même suite à un beau mouvement de l'équipe ivoirienne, puisque la force de l'équipe ivoirienne, c'est sur le côté. Quand on assiste à ces dédoublements, à ces centres, ces retraits, tout de suite, l'équipe ivoirienne est dangereuse. Et c'est ce qui nous amène, ce deuxième but-là. Ce sont ces actions qu'on devait répéter plutôt que de se lancer dans des chevauchées, comme on appelle des exploits individuels de nos ailiers, Bamba et Boga, qui veulent tout de suite, dans le 1 contre 1, faire la différence. Ça peut marcher contre les Seychelles, ça peut marcher contre certaines équipes un peu moins agressives, mais à un certain niveau, ça ne marche pas. Il faut être beaucoup plus collectif, jouer, être plus mobile, avec beaucoup de dédoublements, et à force de répéter ces gammes-là, le danger arrive. Et là, Jean-Philippe Crasso, il nous marque un très beau but. Son premier match de Coupe d'Afrique, il marque un but. Que lui demander de plus? Moi, vous connaissez ma position. Moi, j'ai souhaité que Sébastien Haller soit laissé tranquillement en club pour qu'on le soigne. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui est diminué et qui n'a pas sa place dans cette CAN, tout simplement parce qu'il n'est pas à 100%. Ça, c'est ma position. Je pense qu'à la place de Sébastien Haller, on aurait pu donner sa chance à un autre attaquant ivoirien qui est bien en formation. Dans les 54, il y en a qui avait quand même pour moi le coffre de venir dans cette équipe-là à la place de Sébastien Haller. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Et là, Crasso nous montre que il faut faire confiance, apprendre à faire confiance à d'autres personnes. Il est clair qu'Haller, c'est le meilleur attaquant ivoirien. Mais quand il n'est pas à 100%, il faut donner leur chance aux autres joueurs. C'est ce qui a été fait pour Crasso. Et ça, je trouverais dommage qu'après un tel match, qu'on brise son élan. Là, il est parti. Et tant que le prochain match, il marque, troisième match, il marque, ben, Haller peut se reposer tranquille, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on peut continuer à lui faire confiance. C'est un joueur qui joue aussi bien en fixation, ce qu'il n'aime pas trop, parce qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup voilà, désolé, voilà. C'est ce qu'il aime. Mais là, aujourd'hui, on lui a demandé de beaucoup plus de jouer en fixation. Mais l'entraîneur a eu raison, parce que finalement, il nous marque ce beau but-là. Il est vraiment... C'est un joueur à encourager, à mettre en confiance. Graticap, là, on va s'attarder sur le temps. On est à la 58e minute. Ce but-là permet non seulement de faire le break, de briser quelque peu les élans des Bissau-Guinéens, mais surtout de rassurer peut-être cette équipe de Côte d'Ivoire qui commençait à douter. Bon, je ne sais pas si elle commençait à douter, mais c'est vrai qu'on était tous à l'attente de ce deuxième but. Hein. Il est arrivé à la 58e, c'était le bon moment. Après, on a été plutôt... dans la gestion, quoi. Hein. Bon, comme ça a été dit, ils n'ont pas été dangereux. Hein. Ils ont eu une occasion par mi-temps. Et puis, chaque fois qu'ils ont été en danger, c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui s'est mise en difficulté plutôt qu'eux qui créaient des actions dangereuses, quoi. Donc, après, ça a été plutôt une bonne gestion. Moi, je pense que la victoire est méritée. Et... On peut être optimiste, même s'il y a encore, je le répète, beaucoup de choses à travailler, de points à améliorer, quoi. Je voulais juste faire un retour sur allez-y. Je pense que c'est vrai que Haller est dans la tête du coach le numéro 1,
Et Crasso a montré aujourd'hui qu'il peut être un très bon remplaçant, quoi. Mais aussi, même s'il a marqué un but, c'est ce qu'on demande à l'attaquant, il a montré aussi le très bon côté de Crasso, c'est-à-dire un but extraordinaire qui sort de l'ordinaire, où il n'est pas dans la réflexion. Mais je pense qu'il a aussi montré moins bonnes choses, notamment sur l'action qu'il a manqué, où pour moi, c'est quand même un bon ballon qu'il a, c'est une action de but. Et je pense qu'il ne prend pas toutes les informations, il ne se met pas dans toutes les bonnes conditions pour pouvoir voir le gardien, où il est, et ce qui fait qu'il loupe son enchaînement, quoi. Donc on va retenir le but qu'il a marqué, mais aussi il est capable de manquer, et je pense qu'il faut qu'il travaille et qu'il prenne confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui peut substituer à l'air quand l'air n'est pas là. Alors, Magloire Diop, vous qui aimez pointer là où ça fait mal, on est pratiquement à la 75e minute, on va vers la fin de la rencontre, et puis il y a ce sauvetage, on va dire salvateur de Yaya Fofana qui empêche les Bissau-Guinéens de pouvoir revenir. Ben, il aurait bien fallu quand même... Magloire, on a Seko Fofana en direct depuis le stade Alassane Ouattara. La même ambiance forcément que les autres matchs, parce que forcément il y avait plus de buts. Mais voilà, c'était un premier match où il ne fallait pas tomber dans le piège. Peut-être que les supporters aussi, ils étaient dans la même optique que nous. Mais voilà, on n'a aucune inquiétude. Il y a des beaux matchs qui vont arriver par la suite. Et on sait que la fédération a fait un énorme travail. Tout a été vendu. Donc on n'a aucune inquiétude. Et on est très heureux de toutes les personnes qui se sont rendues disponibles. Thank you very much. See you in a moment with the head coach of Ivory Coast and the head coach of Guinea-Bissau. Thank you. See you. Thank you. Magloire, on va donc enchaîner avec Seko Fofana qui a été désigné homme du match de cette rencontre inaugurale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on retiendra que pour cette 34e édition, le premier à inscrire un but pour les éléphants de Côte d'Ivoire et au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe se nomme Seko Fofana. Oui, je l'ai rarement vu aussi rayonnant. Là, en conférence de presse, on voit que son faciès, franchement, fait plaisir. On a rarement vu, en tout cas, moi, le Seko Fofana que j'ai l'habitude de voir. C'est quelqu'un... je ne parle pas du Seko Fofana intime, pour ceux qui sont dans son intimité. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de celui que je vois au terrain. D'habitude, il est très, très concentré, très, très replié sur lui-même. Mais là, dans ces paroles-là, je sens que c'est quelqu'un qui est un peu libéré. J'espère que ce premier match-là, comme lui-même, il a dit, et puis le but qu'il a marqué, l'occasion qu'il a manqué, tout ce qu'il a eu à faire, toutes ces choses-là vont lui donner beaucoup plus de confiance et qu'il sera vraiment ce leader des éléphants dont tout le monde parle. Celui qui n'est pas capitaine, mais qui est le leader. Je trouve que c'est un peu discutable encore, mais bon, je l'accepte. Je l'accepte, c'est possible. Voilà, c'est pas scandaleux de le dire, c'est pourquoi je l'accepte. Maintenant, c'est pour défaire un peu plus, parce que je pense qu'il peut faire mieux. Et il a pris tellement de retard que je pense que j'attends beaucoup, peut-être trop de lui, mais j'attends qu'il nous donne pratiquement à lui seul ce trophée-là. D'accord, on va observer le tableau de bord de cette rencontre-là, qui s'est soldée bien sûr par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire 2-0. On constate donc que les éléphants ont eu la possession, 63% contre 37% pour cette équipe bissau-guinéenne, mais on a eu également 8 tirs de la part des éléphants de Côte d'Ivoire, seulement 4 cadrés et 2 buts inscrits. Quand on voit un tel tableau de bord, c'est vrai qu'on a maîtrisé, mais est-ce qu'on a été incisif? Est-ce qu'on a été précis? Est-ce qu'on a été véritablement un tueur, entre guillemets, pour l'équipe adverse? Gratte Cap. Non, ça on ne peut pas dire qu'on a été efficace, qu'on a été tueur. Je pense que ça manquait effectivement d'intensité, ça manquait de vitesse, ça manquait de détermination, peut-être dans tout ce qui a été entrepris. Mais bon, il faut tenir compte aussi de l'adversaire. Je pense que la Côte d'Ivoire saura hisser son niveau de jeu et se mettre au niveau d'adversaires plus huppés. Et pour un premier match, je pense que c'est bien. Maintenant, effectivement, parfois ça ronronnait, quoi. Voilà, c'était une position un peu stérile, quoi. Voilà, mais bon, comme on dit, quand on a le ballon, on n'est pas en danger. L'adversaire ne l'a pas, donc il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir.
Mais je pense qu'effectivement, il faut travailler, surtout dans le camp adverse, sur quand on a le ballon, à être beaucoup plus décisif et beaucoup plus déterminant pour gagner en efficacité, quoi. Rigaud Gervais, on a eu 5 corners, aucune occasion franche de but sur ce corner-là, alors qu'au niveau de la taille, les éléphants de Côte d'Ivoire dominaient cette équipe des Djurtous de la Guinée-Bissau. Les coups de pied arrêtés sont des armes fatales au football. Il faut encore du travail à ce niveau. Mais c'est ce qui fait le paradoxe au football. Je pense que dans les matchs amicaux, on l'a vu, que la Côte d'Ivoire a marqué. La dernière fois, sur les 5 buts, il y a eu 2 balles arrêtées. Donc, l'adversaire est déjà averti que sur les balles arrêtées, vous êtes bon. Donc, tout de suite, ils font attention. Ils travaillent pour ne pas prendre des buts sur balles arrêtées. C'est vrai, vous pouvez les surprendre sur d'autres aspects, mais sur balles arrêtées, ils se disent que vous êtes bon, donc ils ont travaillé pour vous contrer. Donc, ça, sur d'autres matchs, ça peut marcher, mais sur certains matchs, ça peut aussi ne pas marcher. Parce que l'adversaire aussi ne dort pas. Ils étudient vos vidéos, ils étudient vos forces, ils travaillent sur vos forces, ils travaillent sur vos faiblesses. Donc, véritablement, je pense que c'est ce qu'ils ont dû faire pour nous empêcher. Sinon, on a vu quand même qu'il y a eu un ballon qui a été bien touché en première mi-temps, mais ce n'est pas passé parce qu'on a senti que, d'abord, les Bissau-Guinéens, quand tu regardes aussi sur leur morphologie, ce sont grands détails. Et ils sont grands détails, ils sont très engagés, très impliqués sur le bal arrêté. Donc, véritablement, ça a dû faire la différence. C'est différent du match la dernière fois contre la Sierra Leone où le défenseur central prend le dessus sur l'adversaire alors qu'ils étaient au marquage. Donc, véritablement, ça veut dire que les matchs vont se suivre, mais ne vont pas se ressembler. C'est aux éléphants de pouvoir hausser leur niveau de jeu, d'insister sur certains paramètres, parce que des fois aussi, les attaques rapides peuvent ne pas marcher. Les comptes peuvent ne pas marcher, puis c'est sur une balle ou 2 balles arrêtées. On a même vu que lors de la finale de la France, Zidane, qui ne marquait même pas de la tête, a marqué 2 buts de la tête. Donc il faut rester éveillé et c'est vraiment très, très paradoxal. C'est pourquoi en football, on doit travailler sur tous les schémas, sur tous les plans, parce qu'on ne sait pas le jour ni l'heure où ça peut payer. Mais parlant de ce match, surtout sur le plan offensif ou que soit sur le plan défensif, il ne faut pas oublier que c'est un match d'ouverture. C'est un match d'ouverture de la CAN avec une équipe de Côte d'Ivoire qui a que 4 éléments qui déjà ont vécu une Coupe d'Afrique. Donc les autres sont en train de prendre leur repère. Et quand c'est une nouvelle route, nous sommes tous conducteurs de voitures, on sait comment on va avec le frein en main quand même, en attendant de mieux maîtriser. Donc cette équipe-là, je dis encore que cette équipe va monter en puissance, que les autres adversaires, s'ils essaient de travailler seulement sur ce match, sur cette Côte d'Ivoire-là, ils ont peine perdue parce que l'équipe va hausser son niveau de jeu dès le deuxième, dès le troisième match. Et je pense que après, ça va être aussi une histoire de banc de touche. Quand tu as Crasso qui est en train de briller là, alors que Haller n'a même pas encore dit son dernier mot et on n'a même pas encore parlé de Konaté Karim et autres qui sont encore dans l'antichambre. Donc, véritablement, cette équipe des éléphants là a du monde. C'est qu'on le reconnaît. Ils n'ont pas bien joué, mais ils ont marqué 2 buts. Ils ont gagné. Voilà. Et quand une équipe sait ne pas bien jouer et gagner, c'est déjà une grande équipe. Quand elle jouera bien, elle va cartonner. Donc, véritablement, ces éléphants-là ont quand même quelque chose en réserve quand même. D'accord, donc pour vous rejoindre, le plus important, c'est le résultat donc, à l'issue de cette rencontre au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Et on va donc rejoindre le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour avoir le ressenti de ces populations au sortir, bien sûr, de cette opposition-là qui a été sanctionnée par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse, franchement, des éléphants. Et je veux aussi leur dire que nous les soutenons du début jusqu'à la fin. Nous serons toujours avec eux. Je suis vraiment très contente pour leur début de match. Ils se sont donnés à fond. Et nous sommes très émerveillés de les voir jouer comme ça. Je suis vraiment très contente. J'ai aimé l'harmonie, la cohésion. Ils ont joué ensemble avec le cœur. C'est ce que j'ai aimé. C'est une fierté de voir les éléphants gagner. Ils ont été en équipe, ils ont été en cohésion et c'est la force de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai aimé, c'est la cohésion de l'équipe et puis les attaquants aussi qui ont été bons.
Voilà, là c'était donc la population au sortir de ce match-là du côté d'Abobo. On va aller du côté de Korogo parce que le groupe RTI a déployé les grands moyens, a envoyé donc des reporters spéciaux du côté de Korogo, de San Pedro, de Yamoussoukro, de Bouaké et aussi dans toutes les contrées alentours d'Abidjan. On retrouve Konaté Ngamblé dans la capitale du Poro aux côtés des populations de Korogo. Les éléphants de Côte d'Ivoire débutent parfaitement la compétition. Ils l'emportent 2-0 face à la Guinée-Bissau, à la grande joie des supporters, donc ivoiriens notamment, ceux de Korogo. Et nous sommes avec quelques-uns. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est important pour les éléphants de Côte d'Ivoire de commencer par une victoire ce soir. Nous sommes très contents ce soir. Et je pense que les éléphants ont bien démarré, bien en force. C'est vrai qu'on est un peu déçus de la deuxième mi-temps parce qu'ils ont fait fort au début. Mais après, ils ont relâché un peu. Mais je pense que c'est ça aussi les éléphants. Hein. Et on est là pour les supporter jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Et on prendra cette victoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va recevoir un autre qui lui est bien habillé. Merci beaucoup. Qui lui est bien habillé va nous rejoindre. Alors vous également, vous êtes très heureux de cette victoire des éléphants. Très heureux. Vraiment, je m'attendais à ça. Mais je prie Dieu pour que ça puisse continuer comme ça. Vraiment, je remercie la Côte d'Ivoire. Puis le président, je le remercie très bien. À vous, je vous remercie aussi. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est clair que les éléphants peuvent aller très loin dans cette compétition? Oui, il y a confiance, On va prier Dieu avec ça, Inch'Allah, on va partir un peu, on va arriver si Dieu le veut. Merci infiniment, comme vous le constatez, c'est une grande confiance qu'ils affichent à Korogo. On va recevoir le dernier rapidement, lui aussi. Il a le visage fermé, mais il est tout de même heureux ce soir. Vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu des éléphants ce soir? Bien, je dirais que la combativité des éléphants m'a beaucoup plu. Et il faut dire que les Ivoiriens attendent beaucoup des éléphants. Et là, je pense que toute la nation peut rester sereine avec une confiance vraiment inestimable. Merci. Merci également à vous. Avec cette victoire, les éléphants lancent parfaitement leur Coupe d'Afrique des Nations le 18 janvier prochain. Ils seront face au Nigeria. Une victoire sera tout simplement synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Et c'est clair qu'ils seront encore plus nombreux ici donc, dans cette fan zone pour accompagner, pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme on le constate partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vibrent autour de cette CAN. Ngamblé, il y a l'Harmattan du côté de Korogo, donc il va songer véritablement à revoir son style vestimentaire, même si je sais que c'est un garçon très courageux. Magloula Diop, l'enthousiasme béat des populations ivoiriennes qui croient dur comme fer à l'épopée magistrale, sinon victorieuse des éléphants de Côte d'Ivoire. On a eu 4 changements. Serge Aurier, Willy Boli, Konaté Karim, Nicolas Pépé. Est-ce que cette profondeur de banc de touche, on la détecte déjà? Tout ce que vous citez, c'est des personnes qui ont déjà l'expérience de la CAN. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le problème de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'expérience, qui ont vécu, sont paradoxalement ceux qui sont les moins performants en l'état actuel. C'est eux qui devaient tirer le groupe. Il se trouve que c'est les nouveaux là, ceux qui viennent d'arriver, c'est eux qui les tirent. Voici le problème de l'équipe de Côte d'Ivoire. J'espère que... en guise de conclusion sur ce match. Oui, j'espère qu'ils vont se réveiller. Je pense que le staff technique ivoirien est bien conscient que gagner son premier match en Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas décisif. La Côte d'Ivoire a gagné trop de premiers matchs et puis après, elle a fait ses bagages pour venir à la maison à l'issue du premier tour. Donc, tempérons un peu notre euphorie. Je pense que notre Coupe d'Afrique va commencer jeudi face au Nigeria. Parce que là, les gens, ils nous ont vu jouer. Ils vont fermer ce Seko Fofana. D'accord, Magloire, on a priorité au direct. On a Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de Côte d'Ivoire. De ce fardeau du premier match à domicile devant tous nos supporters. 2 dernières questions, là au centre, et on prendra l'autre. Bonsoir, coach. Pardon. Charvel Johnson, leader Info Bénin. Coach, quel regard portez-vous sur la prestation de Ousmane Diomandé ce soir, puisque finalement vous l'avez remplacé lors du match? C'est un joueur de 19 ans. D'accord? Faut être conscient de ça. Il a 19 ans, il joue dans un bon club au Portugal. Mais là, je l'ai trouvé timide.
timide. Et quand je l'ai sorti, il était épuisé. Parce que toute la pression qu'il y a eu autour de ce match a été terrible à gérer pour des jeunes joueurs. Tous les gens vous disent on compte sur vous, il faut gagner ce match, il faut... Et si vous avez en plus votre famille et vos amis dans les tribunes, vous vous sentez une responsabilité énorme. Et je pense que ce match va lui faire du bien. Il a joué 75 minutes, je sais plus, à peu près 75 minutes, mais là il va être bien dans sa peau. Et c'est des paliers quand on est un jeune joueur qu'il faut franchir pour devenir un grand joueur. Dernière question, là, sur la gauche. Coach, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, félicitations d'abord. Alors, on sait que le prochain match, c'est face au Nigeria. Alors, comment est-ce que vous l'appréhendez? Comment est-ce que vous préparez ce match? Vous êtes préparé? On connaît les forces du Nigeria. Ils ont une armada offensive qui est impressionnante. Leur attaquant de pointe est le meilleur joueur d'Afrique. Donc on sait qu'il nous faudra élever notre curseur, mais connaissant les joueurs, je pense qu'on va répondre présent. C'était ce match-là, cette première apparition. Voilà, donc on a eu l'occasion d'entendre Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça passe tellement vite, on est obligé de se quitter, messieurs, mais n'oublions pas que la CAN, c'est sur l'ensemble du groupe RTI. Demain, sous le coup de 13h, vous aurez le plateau du match Nigeria-Guinée équatoriale sur RTI 1, suivi des matchs de la poule B que nous aurons bien sûr du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Ici, donc à Abidjan Plateau, vous aurez Égypte, Mozambique, suivi de Ghana, Cap-Vert. Rigo Gervais, merci. Merci, Romero. Magloire Diop, merci. Merci, Roméo. Jean-Christophe Gradcap, merci. Merci, Roméo. Et le rendez-vous, c'est bien sûr soir de Cannes, tous les jours de match à partir de 22h sur RTI 2. Demain, vous serez en compagnie de Grace Ligbé. N'oubliez pas, le meilleur de la Cannes, c'est sur l'ensemble du groupe RTI. À très bientôt.